Bonjour à tous, merci d'être fidèles à la Voie est libre, une Voie est libre très spéciale puisque nous sommes aujourd'hui en Ardèche. C'est le dernier des 5 départements que nous visitons depuis le début de cette tournée régionale entamée au mois d'octobre. Nous sommes ensemble ce matin jusqu'à 12h20 en direct à Saint-Priest, un village situé à quelques kilomètres de Privas. Le plateau ardéchois de la Voie est libre s'est installé dans un lieu qui mêle à la fois l'art et l'histoire. Bienvenue dans l'atelier de la peintre Dalva Duarte. Alors cet atelier est un lieu d'histoire car il est niché dans une ancienne usine textile typique dans le paysage ardéchois, ce que l'on appelle un moulinage. Le moulinage désigne une technique de torsion du fil de soie très particulière, témoin d'une industrie apparue au XVIIe siècle et qui se situe après la sériciculture, l'élevage des vers à soie et avant le tissage qui se fait souvent à Lyon. Ces longues bâtisses, on en a compté jusqu'à 400 dans le département, ont été construites au fond des vallées près des cours d'eau, de l'eau pure destinée à laver le fil de soie et puis de l'eau puissante qui, elle, faisait tourner la roue à aube qui entraînait les machines. Un lieu d'histoire donc, mais aussi un lieu qui revit, qui crée. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire, une démonstration. Il suffit de regarder le décor, le sol, les tables maculées de couleurs, les tableaux sur les chevalets, les pinceaux. Dalva Duarte est une peintre brésilienne qui a choisi ce morceau d'Ardèche pour y installer son atelier en 2005. En dessous de l'atelier, il y a une immense salle, une galerie. Dalva a commencé à peindre très jeune, à l'âge de 12 ans. Et depuis, elle ne s'est pas arrêtée. Elle collectionne les prix et les salons un peu partout dans le monde. Dalva, obrigada. Thank you very much aussi à votre mari William de nous avoir accueillis chez vous avec un sourire qui, il faut le dire, fait vraiment chaud au cœur. Voilà pour le cadre, et le mot est parfaitement adapté, le cadre de cette émission. Une émission à laquelle vous pouvez participer en tapotant sur votre smartphone ou sur votre tablette via Twitter avec le mot dièse LVEL07. Dans la Voie est libre, 3 citoyens engagés face à un élu, lui-même engagé. 6 années de politique municipale passées au crible, il sera question de Privas. Et puis après le journal de midi, 2 confrères de la presse locale nous permettront de mieux saisir les enjeux de ce département. Demandez le programme, vous l'avez. La Voie est aujourd'hui libre et ardéchoise. 07. Son nom est Ardèche, département de l'Ardèche. C'est qu'ils tiennent à leur numéro autant qu'à des diamants éternels. Les Ardéchois, ils avaient même créé à une époque l'association Touche pas à mon département quand les plaques d'immatriculation avaient changé. L'Ardèche est le moins peuplé des départements de Rhône-Alpes. 320 000 habitants, c'est l'équivalent de la seule agglomération de Saint-Étienne. L'Ardèche n'a aucune grande ville. La plus importante, Annonay, tout au nord, ne compte que 17 000 Annonayens et naines. Privas ne doit d'être préfecture qu'à sa position géographique centrale avec moins de 9 000 habitants. C'est la plus petite préfecture de France. Pas beaucoup d'Ardéchois, certes, mais ils ont l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Est-ce que pour autant ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés? Non, car la démographie est en augmentation ces dernières années en Ardèche après une longue période de déclin. Si vous voyez l'Ardèche comme un endroit où les vieux s'essuient machinal d'un revers de manche les lèvres et où ils savent tous à propos tuer la caille et le perdreau, si vous pensez qu'en Ardèche de vieux hippies élèvent 2 chèvres et puis quelques moutons dans des fermes en pierre sans électricité, je vous le dis, vous êtes très légèrement dans le cliché. L'Ardèche est un des départements les plus industriels de la région. Figurez-vous, on y fabrique des bus, des iris-bus, du textile et même des composants électroniques où il y a un peu dans nos smartphones d'Ardèche en même temps que de Chine. L'Ardèche est très touristique, 1 million de visiteurs par an sur sa centaine de sites. C'est le département le plus visité de la région après les Deux-Savoie et sans même être desservi par la SNCF. Voilà qui est fort. Malgré ces 2 mamelles de l'économie, tourisme et industrie, l'emploi décline en Ardèche. Record régional de chômage partagé avec sa voisine, la Drôme, 11,3 contre 9,3 pour la région. La Drôme, tiens, parlons-en, le département voisin et frère. Oui, frère ennemi un peu, c'est pas demain qu'on va fusionner de chaque côté du Rhône, même si le sujet quand même revient régulièrement dans les conversations politiques. Pas tant que les Drômois, en tout cas, penseront que les Ardéchois sont des bedeaux et que les Ardéchois, eux, traiteront les Drômois de ventre jaune. Pas tant que la délicate question du Picodon ne sera pas tranchée. Est-il de Drôme ou d'Ardèche? Le Picodon de Drôme, m'a affirmé un collègue de France 3. Mais comme il est de Montélimar, évidemment, ça compte pas. Je vois pas du tout de qui vous voulez vous parler. En Ardèche, il y a des personnages historiques de haut vol.
Les frères Montgolfier sont d'Ardèche et ce sont les premiers humains à s'être élevés dans les airs en 1783 à bord de leur montgolfière. Jacques Trémolin, grand résistant communiste, fut le premier préfet d'Ardèche après-guerre, mais beaucoup se souviennent de lui car il racontait des histoires d'animaux aux enfants dans les années 70-80 à la télé. L'Ardèche n'a jamais compté de grands clubs de foot, mais elle a donné quelques bons footballeurs comme le Lyonnais, Clément Grenier qui a commencé à Annonay, ou encore Paga, Laurent Paganelli, aujourd'hui consultant qui est d'Aubenas. Côté chanteur, on doit à l'Ardèche 2 compagnons de la chanson, les frères Mella, Fred et René. Et puis vous ne pensez quand même pas que j'allais oublier le célèbre citoyen d'Entraigue-sur-Volane, Jean Ferrat, dont il trouvait pourtant que la montagne est belle, comment, etc., etc. Hervé Solignac préside le conseil général du département. Bonjour à vous. Un commentaire sur cette présentation de Paul Satis. Bonjour, c'est une présentation assez complète au fond. Je craignais le pire au début, je vous le dis très sincèrement. On vous a surpris. Et je alors. craignais la caricature. Vous m'avez effectivement agréablement surpris. Oui, le département de l'Ardèche est un département qui reste un département industriel, c'est un département créatif, c'est un département qui gagne de la population, quoi qu'il en soit, beaucoup même, puisque 10% de population et de croissance démographique ces 10 dernières années, c'est plutôt bon signe. C'est un département attractif. Je crois que c'est un département où il fait bon vivre et je suis assez en phase avec la présentation que vous venez de faire. C'est bien aimable, mais le Picodon, c'est drômois ou ardéchois Alors, je vais vous dire. L'AOC Picodon, c'est ardéchois. Il y a 3 AOC en Ardèche. Il y a la châtaigne, il y a le Picodon et il y a le fin gras du Mézin. Et avec chacun de ces produits, vous faites un bon repas. Je ne relancerai pas le débat, vous l'avez compris. Mireille Ponton à la santé et l'hôpital public chevillé au corps et au cœur. Claude Esclène se présente comme un généraliste de la solidarité. Surtout, ne lui dites pas qu'il fait dans le caritatif. Jean-Paul Lafont a relancé une belle endormie il y a 12 ans, relancé avec succès son hôtel-bar-restaurant vante le circuit court et la proximité. Bonjour à vous trois, merci d'avoir accepté notre invitation et prenez bien vos micros. Mireille, je vous ai invité pour parler de la santé en milieu rural. Et quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez dit la bonne réponse, ce serait le centre de soins, ce que l'on appelait un peu auparavant le dispensaire. Pourquoi ? Je me suis certainement mal exprimée parce que pour moi, le centre de soins, le centre de santé, c'est une réponse. Une réponse. Voilà, c'est une réponse. Effectivement, face à l'éloignement de l'offre de soins, et je tiens tout de suite à dire que la proximité, ça ne concerne pas que le milieu rural. Bon, on y est confronté en Ardèche, mais ça ne concerne pas que le milieu rural, parce que la proximité en termes de soins, ça n'est pas une question de kilomètres, mais une question de temps. Ça, c'est une donnée de toute manière structurante dans le département. Absolument. Alors, c'est vrai qu'en Ardèche, l'offre de soins s'est raréfiée du fait du numerus clausus qui date de 1971 et qui fait que la densité médicale en Ardèche est faible et qu'on a du mal à trouver des généralistes. C'est vrai aussi qu'on a très peu de centres publics de soins. Il y en a un important à Aubenas qu'on veut absolument conserver. Il y en a un à Privas également. Et puis il y en a sur le nord du département, oui. Non, je voulais faire juste réagir sur cette première intervention. C'est la santé, c'est pour ça que j'ai commencé avec vous. La santé, première préoccupation des Ardéchois. Oui, première préoccupation des Français aussi, donc également première préoccupation des Ardéchois. D'abord parce qu'il y a une population vieillissante et on est bien obligé de corréler ce vieillissement de la population avec la demande de santé. Et en même temps parce que ça correspond aujourd'hui également à une attente de la société que de pouvoir disposer de soins de qualité et de proximité. Deux particularités en Ardèche. À la fois, il n'y a pas de centre urbain et en même temps, il y a, tout le monde le sait, des routes un peu difficiles, des déplacements difficiles, pas de train, pas d'autoroute. Et donc, un besoin de centre de soins qui est important. Il n'y a pas d'agglomération. Il n'y a pas d'agglomération en Ardèche, mais c'est peut-être une chance. Parce que c'est le Conseil général qui joue le rôle de l'agglomération et qui essaye de garantir en tout cas, une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire d'un certain nombre de services, dont les services de santé. Et nous avons aujourd'hui 3 centres hospitaliers qui sont bien répartis sur le territoire. Il y en a un à Annonay, un à Privas et un à Aubenas, ainsi qu'un grand nombre d'hôpitaux locaux qui remplissent ce rôle de proximité. Et donc c'est l'ensemble de ce tissu que nous avons à préserver, sans parler de la médecine libérale, c'est un autre sujet. Et Mireille Ponton, vous dites le problème souvent c'est les gardes notamment du soir et du week-end. Quand j'entends les hôpitaux locaux, c'est une réponse très partielle, parce que ce qui compte dans un service, c'est quand même les lits de médecine.
Et à l'heure actuelle, les hôpitaux locaux ont très peu de lits de médecine. La moindre des urgences est obligée de venir sur Aubenas. Et en termes de temps, c'est quand même important. Alors, c'est vrai que un centre de soins public, je n'ai pas dit maison médicale, mais un centre de soins public, c'est une réponse. Ça n'est pas la réponse, parce que c'est vrai qu'il faudra travailler sur la répartition médicale. On manque de médecins en général, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des régions de France qui sont surdotées parce qu'on ne peut pas passer à côté du problème économique. Alors c'est vrai qu'on a 3 centres hospitaliers en Ardèche, mais 3 centres hospitaliers, on était ce matin, avant de venir ici, avec le directeur de l'hôpital d'Aubenas. Et je peux vous dire que la santé financière, elle devient quand même de plus en plus difficile. Et je crois qu'à Privas, le problème est exactement le même. Moi, j'observe que l'hôpital de Privas est en train de réaliser des investissements comme sans précédent. Plus de 5 millions d'euros de travaux qui sont réalisés en ce moment pour une nouvelle pharmacie. Je n'ai pas connaissance de services qui sont appelés à fermer sur l'ensemble de ces centres hospitaliers que l'on vient d'évoquer. Il y a une vérité dans ce que vous dites, qui est celui de la démographie médicale. On considère qu'un territoire est dans une situation de désert médical lorsque l'on a moins de 250 médecins pour 100 000 habitants. Et l'Ardèche, c'est 238. Ça veut dire qu'il y a dans ce territoire des poches qui sont des déserts médicaux. C'est lié à plusieurs raisons. La première, c'est le numerus clausus. Ce pays, depuis longtemps, ne produit plus assez de médecins. Et la deuxième raison, c'est que 80% des Français vivent en ville, qu'un grand nombre de ces jeunes qui s'orientent vers la médecine sont issus de milieux urbains et qu'il est difficile aujourd'hui d'arriver à les attirer en milieu rural. Je reprends ma question, Madame Ponton, vous n'y avez pas répondu. Je la relance. La question aussi des gardes notamment du soir et du week-end. Bien sûr. Bien sûr. Le problème des maisons médicales qui se sont installées, le problème des médecins libéraux qui sont installés, à l'heure actuelle, il n'y a pas de permanence des soins la nuit et les week-ends. Faire appel systématiquement aux pompiers, au SAMU, ça entraîne des délais de prise en charge. Or, on sait très bien que d'un point de vue médical, le délai de prise en charge est essentiel dans les facteurs à la fois de survie, de guérison, et puis je dirais sur un plan humain, parce que quand on fait un appel en urgence et qu'il faut attendre des heures pour être... Bon, c'est extrêmement pénible. Madame Ponton, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est aggravé ces dernières années ? Absolument. La situation s'aggrave de façon... j'ose espérer, pas inexorable, mais elle s'aggrave, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Par manque de moyens ? Comment ? Par manque de moyens ? Bien sûr, bien sûr. Il y a, les manques de moyens qu'on donne aux hôpitaux, qui s'amenuisent d'année en année. 2, la protection sociale, qui est de moins en moins assurée. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, des Ardéchois et des Français en général, qui renoncent à des soins, qui ne se soignent plus tout simplement par difficulté financière. On parle de la population ardéchoise. C'est une population vieillissante, certes. C'est une population aussi, personne ne me contredira, je le pense, qui n'a pas des moyens financiers énormes. C'est quand même le taux de chômage le plus important dans la région Rhône-Alpes. On a d'autre part des activités à risque qui sont pratiquées pendant l'été et tout ça, et qui exigent qu'on ait un centre de soins, des centres de soins performants. Donc vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure quand je parlais des centres de soins, en tout cas. C'est une bonne idée et j'imagine que vous partagez bien sûr ce constat. Alors, moi, je ne dirais pas forcément que la situation s'aggrave dans tous les domaines. Parce que s'il y a des sujets qui sont vrais, vous venez d'évoquer la permanence des soins en nuit profonde, ça c'est une préoccupation. Je vais l'argumenter par un chiffre. 20% des médecins libéraux ardéchois ont 65 ans ou plus. Ça veut dire qu'on a de surcroît devant nous un enjeu très fort de renouvellement de cette population de médecins. Mais il y a néanmoins aujourd'hui un travail en réseau entre les établissements hospitaliers qui n'existait pas auparavant. Il y a aujourd'hui, puisque vous évoquiez tout à l'heure le centre hospitalier d'Aubenas, la possibilité de réaliser des diagnostics à distance, notamment sur les accidents cardiovasculaires, avec des neurologues à Saint-Étienne qui peuvent déclencher les soins
à Valence, pardon, alors que ça n'était pas le cas il y a seulement quelques années. Donc je crois qu'il faut regarder la situation dans sa globalité et à la fois considérer les progrès que nous avons à faire et considérer les difficultés que nous rencontrons, mais en même temps, il y a aussi des avancées. Claude Esclène, vous aussi, vous êtes un militant. Vous avez participé à la création du Secours populaire à Privas et en Ardèche. On parlait des généralistes à un instant. Vous vous présentez souvent comme un généraliste de la solidarité. Ça veut dire quoi au juste ? Le Secours populaire, la finalité du Secours populaire, c'est l'action est sous-tendue par, je dirais, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est les droits de l'homme, c'est les droits à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement, etc. Et je crois que l'homme est à considérer dans sa globalité. Et c'est pour ça que nous, notre action du Secours populaire, depuis bientôt 70 ans, puisqu'en 2015, il va fêter ses 70 ans d'existence, l'action du Secours populaire, c'est effectivement aider sur le plan alimentaire, sur le plan des boutiques de la solidarité, sur le plan vestimentaire, sur le plan du logement, sur le plan de la santé, l'accès aux droits. Et ça, c'est quelque chose qui nous... Est-ce que vous aidez beaucoup en Ardèche et plus qu'ailleurs ? Plus qu'ailleurs, je ne sais pas. L'action du Secours populaire en Ardèche, donc, qui elle, a 35 ans en Ardèche. Donc on a une dizaine de comités et globalement sur l'exercice 2013, donc les chiffres que l'on a, on est pratiquement à 12 000 personnes qui ont croisé le Secours populaire sur différentes aides ou alimentaires ou vestimentaires ou logement ou santé ou vacances, parce qu'on a aussi une action vacances assez développée. Hervé Solignac, qu'est-ce que vous avez bien conscience, vous, et puis je dirais même vos collègues élus, que finalement, sans les associations d'entraide, finalement, les choses iraient beaucoup plus mal aujourd'hui, que leur travail, c'est un travail de fond, notamment de soutien et puis de consolidation du tissu social. Moi, j'en ai conscience. Mes collègues élus, j'en sais rien. Vous leur poserez la question. Je pense qu'ils en ont conscience aussi. Le bénévolat, c'est le relais nécessaire de l'action publique. On évoque là le Secours populaire, mais Claude Esclène ne m'en voudra pas si j'évoque d'autres associations qui œuvrent, le Secours catholique, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, etc. Je crois que le seul Secours populaire, c'est 950 bénévoles. Et donc, ce sont les opérateurs de la solidarité. Le Conseil général qui mène une politique en matière d'action sociale ne serait pas en capacité de mobiliser 950 agents pour être opérateurs de cette solidarité. C'est un substitut des pouvoirs publics. Ça n'est pas un substitut des pouvoirs publics parce que ces associations, elles existaient bien avant que les pouvoirs publics soient organisés. Et la solidarité, ça n'est pas seulement les pouvoirs publics. La solidarité, c'est ça aussi. Je pense que si demain nous vivons dans une société où le bénévolat ne fait plus son travail complémentaire de celui que fait l'action publique, alors à ce moment-là, on aura beaucoup de soucis à se faire. Même question, Claude Esclène. Soutien, vous vous sentez soutien ou substitut ? Complémentaire. Complémentaire, et puis je crois que les associations aussi prolongent l'action des pouvoirs publics. Les associations ont une capacité de réagir très rapidement, très vite, de mobiliser des moyens, alors qu'on sait très bien que l'administration, elle a des règles comptables, des règles administratives, donc il y a des choses qui sont relativement lourdes à mettre en place, alors que l'association a une capacité de réaction très très rapide. Je voudrais rebondir sur le bénévolat, parce qu'effectivement, c'est le carburant qui fait tourner la machine au niveau des associations. Et très souvent, je le dis, et les derniers chiffres, là, pratiquement 900 bénévoles, effectivement, en équivalent temps plein, ça représenterait 60 emplois temps plein. Donc je veux dire que si on met ça en regard du coût d'un emploi, c'est vrai qu'on pourrait générer, là on a des gisements d'emplois, donc, mais après derrière, il y a la question du financement. Et je mets ça aussi souvent en regard donc, de ce que l'on apporte, ces 60 emplois temps plein, bénévoles, je mets souvent ça aussi en regard de l'aide publique que l'on reçoit au niveau des associations et du soutien que les pouvoirs publics nous apportent. Et c'est là où j'ai envie de dire, l'aide des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer, parce que c'est 900 bénévoles, il leur faut des locaux pour travailler, il leur faut quand même des conditions de travail correctes. On accueille du public en précarité, il faut aussi des conditions d'accueil à la hauteur, quoi. Donc, je veux dire, quelque part, on pourrait espérer plus de moyens que ce que l'on a, ou plus de soutien. Mais ça, Hervé voit ce que je veux dire. Et pour citer un exemple... Il voit ce que vous voulez dire, mais il va répondre à la question. Deux situations. À Tournon, par exemple, on a un comité local qui est en recherche de locaux, où là aussi, il y a une réelle activité de solidarité du Secours populaire, mais en face. On n'arrive pas à trouver des locaux et des moyens, enfin des soutiens financiers. SOS locaux à Tournon. Le Teil faire aussi. quelque chose. Non, mais je peux répondre une chose très simple. La France est
et c'est heureux, championne d'Europe du bénévolat. Il y a 25 millions de bénévoles en France. Soit dit en passant, un tiers d'entre eux sont des jeunes de moins de 25 ans, ce qui bat en brèche l'idée que les jeunes ne s'engagent pas. Et la question, les attentes que vient de soulever Claude Esclène, je les retrouve moi en tant qu'élu dans toutes les sphères du bénévolat. C'est-à-dire que si je croise des bénévoles du secteur sportif, culturel ou environnemental, par définition, le bénévolat, ça n'est pas rémunéré, ça n'est pas un secteur marchand, et donc les attentes à l'égard de la collectivité sont très fortes et sont légitimes. Mais est-ce que vous avez bien conscience de ça malgré tout, du fait que voilà, 60 équivalents temps plein, ce boulot-là, vous ne pourriez pas le faire finalement. Et donc du coup, quand on vient taper à votre porte pour vous dire, allez, un petit coup de main pour un local à Tournan, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire, ouais, c'est secours populaire, mais il y en a d'autres, et finalement, c'est secondaire? Non. Moi, j'ai parfaitement conscience de ça parce que je sais que le bénévolat, c'est la condition du lien social. Si cette chaîne du bénévolat tombe, les collectivités comme celle que j'ai l'honneur de présider ne pourront rien faire. Donc j'ai parfaitement conscience de ça. Je pense que Claude Esclène peut également témoigner du fait que lorsqu'ils ont un projet sur Priva pour construire un équipement qui a vocation à accueillir les produits alimentaires que distribue le Secours populaire, les collectivités sont au rendez-vous. J'ai quand même mouillé la chemise là-dessus, y compris la région Rhône-Alpes. Donc j'admets parfaitement les attentes et en même temps, je crois qu'on arrive à trouver des solutions peut-être pas aussi rapides Claude que ce qu'il Esclène le a souhaite. opiné du chef, vous ne l'avez pas vu à l'image, mais il a opiné du chef avec moi. Vous avez un projet en discussion, vous m'en avez parlé il y a quelques jours, c'est la mise en place d'une maraude à Privas. C'est pas un projet propre au Secours populaire, mais il se trouve que bon, on est en 2015 et effectivement on a évoqué une certaine réunion qu'il y a eu au CCAS où on est en train d'évoquer effectivement et de parler de mise en place de maraude à Privas. C'est pas une ville où on imagine qu'il y a une maraude. Voilà, tout à fait. Je veux dire que c'est quand même surprenant, mais c'est vrai que quand on y regarde de près, je crois qu'il y a quand même des gens qui vivent dehors et qui couchent dehors la nuit, quoi. Donc, je veux dire, c'est quand même une situation, la pauvreté, la précarité qui monte, qui augmente, qui est là, et on fait appel effectivement aux associations. Alors, je voudrais rebondir aussi sur autre chose. Le bénévolat, c'est bien, les associations, c'est bien, et en même temps, les associations permettent de défricher des espaces. Des espaces de solidarité, d'initiative, mais qui, bon, à un moment donné, devront aussi, appelleront à ce que les pouvoirs publics prennent aussi le relais. Parce qu'à un moment donné, nécessité de moyens, nécessité de compétences, hein, parce que les bénévoles, c'est bien, c'est généreux, mais problème de formation, derrière, il y a plein d'interrogations. Un dernier mot, je voudrais que vous me parliez de la pauvreté en milieu rural. Là aussi, vous m'aviez dit quelque chose quand on a préparé cette émission. On m'a dit que c'est une pauvreté qui se cache et qu'il faut parfois aller chercher, qu'on a bien du mal aussi à relever en fait et à faire, dont on a du mal à leur dire vous avez des droits et revendiquez-les. Tout à fait, parce qu'en milieu rural, le milieu rural est diffus. Pas forcément. Enfin, on est en Ardèche aussi, donc avec des difficultés d'accès, de déplacement, de locomotion. Et c'est vrai que pour les associations, c'est une question qui nous préoccupe, mais qui ne préoccupe pas que les associations. Je pense que les élus, tous les acteurs de la vie sociale et économique sont aussi préoccupés par cette question, il me semble. C'est pas faux. En même temps, je pense que les solidarités s'organisent mieux en milieu rural. Moi, je veux vous rappeler un événement qui s'est produit en 2003, une canicule sans précédent qui a fait 15 000 morts en France. Il n'y a pas eu de mort en Ardèche. Et les décès qu'on a constatés, ils étaient en milieu urbain. Et c'était la solitude en milieu urbain qui a causé notamment ces décès. Donc il est évident qu'il y a une pauvreté peu visible, qui se cache peut-être, c'est vrai, mais la solidarité s'organise aussi différemment. Jean-Paul Lafont. Mais qu'est-ce qui vous a pris de reprendre un hôtel-bar-restaurant à La Viole, 120 habitants? Eh bien, plusieurs choses. La première, c'est une affaire familiale. Donc, les Ardéchois, on est quand même attachés à nos pierres, au travail qu'ont fait les ancêtres pour faire ça. C'était d'une belle endormie, comme il y en a beaucoup en Ardèche. Et quand mes parents ont pris leur retraite à l'âge normal pour les Ardéchois, c'est-à-dire à 80 ans, et ils ont fait appel à moi pour reprendre le flambeau. Donc, je suis, après une autre carrière dans l'Hérault, je suis revenu avec ma femme, et nous avons relevé les manches pour relancer cette histoire familiale. Et puis, on a relativement bien réussi, entre autres avec une chance, la création d'un réseau bistrot de pays en Ardèche méridionale. Qui vous a accompagné dans votre création, dans le développement de votre business.
On a un petit peu souffert les premières années parce qu'on est parti de pas loin de zéro et on se posait vraiment des questions. Est-ce que ça vaut le coup de rester ou pas? Et puis il y a eu cette création d'un réseau qui nous a apporté un petit peu au niveau matériel, mais qui nous a apporté beaucoup au niveau du relationnel. Excusez-moi, mais Oui. comment vous faites pour faire votre business plan, si je puis dire, quand on parle d'un bistrot de pays, mais malgré tout, il faut quand même bien en vivre de votre travail. On a envie. Et la clientèle, c'est laquelle? C'est une clientèle locale, touristique? Alors, on a la chance d'avoir une clientèle locale, déjà, le petit village et les villages autour. Entraigues, on est à une portée de fusil d'Entraigues. On n'est pas bien loin de Vals et d'Aubenas. Le Chélar, un peu moins, parce qu'il faut passer le col de Méziac, c'est plus dur. Mais enfin, on a une clientèle locale l'hiver. On crée des événements pour faire venir cette clientèle Comme locale. quoi, par exemple? 14 février, je crois. 14 février, Saint-Valentin. Saint-Valentin, un jarret pour deux. Un jarret pour deux? Un jarret de porc pour deux. En couple, vous prenez, on sert un jarret pour deux. Ah oui, c'est parfaitement adapté à la C'est Saint-Valentin. tout à fait adapté. On n'assure pas de service après-vente. Voilà. Donc, et puis l'été, la clientèle touristique, parce qu'on est sur la route entre Aubenas ou Vallon, on va dire, et le Gerbier de Jonc, et qu'il y a du passage, et on profite aussi de cette clientèle. Ce que disait Hervé Solignac tout à l'heure, l'Ardèche, c'est un département qui vit. Alors, le maillage est très diffus, hein, mais il existe. Et on est là pour le faire vivre. Heureusement qu'il y a encore à La Viole, je crois qu'il y a un autre hôtel à La Viole Il y a un autre hôtel qui est Las Vivotes. Heureusement qu'il y a encore, je dirais, voilà, des commerces de la vie, parce que votre hôtel-bar-restaurant, il faut bien le dire, c'est un lieu où on vit, c'est un lieu où on vient, qui fait aussi vivre le village. Bien sûr, on fait vivre le village, et puis on a plein de fonctions. Hein. Le matin, à 7 h, on réchauffe les gars de l'équipement qui ont déjà tourné depuis un moment. Ça n'existe plus, l'équipement. Ce sont les services du Conseil général, cher monsieur. Oh là là, mon pauvre ami, je fais partie de l'ancienne génération. Oui, les ponts et chaussées pour d'autres. Vous êtes attentif forcément en tant Ouais, qu'élu ouais, local. Bien sûr, mais bien sûr, genre de lieu. je crois qu'il y a 24 bistrots de pays en Ardèche, mais ce sont beaucoup plus que des bistrots. Ce sont des lieux de sociabilité, des lieux d'échange, des lieux de rencontre, des lieux de brassage de population. Et moi, je suis très fier de ce réseau parce que qualitativement, c'est une image que l'Ardèche donne à ses visiteurs, qui est une image positive. Ce sont des lieux de culture, ce sont des lieux d'accès à la connaissance, d'enrichissement. Ce ne sont pas encore une fois de simples bistrots, ce sont également des sites qui travaillent beaucoup en réseau. Donc il y a derrière les bistrots de pays tout un système d'entraide et de promotion. Monsieur Lafont, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait aussi? Vous avez donc décidé de louer gratuitement les terrains qui sont attenants à l'hôtel et puis d'autres terrains à un jeune couple d'agriculteurs. Et vous avez un système d'échange avec eux. Vous nous donnez en gros la production que nous, on vend et qu'on prépare tous les jours dans le restaurant et puis vous gardez le reste. Voilà. On réinvente l'eau tiède. À l'époque où le lieu a été bâti, les grandes surfaces n'existaient pas, les épiciers en gros n'existaient pas. Donc, si on voulait faire manger les clients, il fallait bien produire sur place. Et d'ailleurs, à l'époque, la maison a été bâtie à côté des jardins et non pas les jardins à côté de la maison, si on s'en réfère au cadastre de l'époque. Donc, ces terres ont le mérite d'exister. Elles étaient insuffisamment travaillées et là, par chance, un jeune couple d'agriculteurs vient s'installer en 2014 et va produire les légumes dans un premier temps et peut-être bien après la volaille, des cochons, on peut espérer, etc. par la suite. Le circuit très très court. Ah, ça peut pas être beaucoup plus court. Hein. Ouais, c'est difficile. Ça peut être beaucoup plus court. Et puis, au niveau de la qualité aussi, hein, on ne peut pas se permettre de ne pas servir de la qualité quand on l'a sur place, quoi. Hervé Solignac, tout à l'heure, Paul disait les deux mamelles, l'industrie et le tourisme. On en est là aujourd'hui. Est-ce que même le tourisme, finalement, c'est pas le recours à la désindustrialisation ? Non, le tourisme d'abord existe en Ardèche depuis la fin du 19e siècle, à une époque où l'industrie se portait très bien et l'un et l'autre ont cohabité. Ensuite, le tourisme, ça doit être une économie que nous devons accompagner parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une économie très concurrencée de par le monde. La France n'est plus la première destination touristique, c'est une réalité. Mais en même temps, l'industrie ardéchoise continue à bien se porter pour une partie d'entre elles aussi. Il y a des entreprises qui se développent et que les collectivités, les pouvoirs publics continuent à soutenir.
construire. Donc moi, je ne veux pas opposer l'un à l'autre et je ne veux surtout pas laisser à penser que demain, l'économie de l'Ardèche pourrait ne tourner qu'autour de la question touristique. Il y a des touristique. sacrés défis, notamment on sait qu'il manque d'infrastructures, notamment pour accueillir les saisonniers dans le sud de l'Ardèche. Oui, il manque d'infrastructures en effet. Nous avons pour autant porté sur les fonds baptismaux maintenant il y a quelques années une maison de la saisonnalité qui essaye d'organiser l'accueil des saisonniers, de faire en sorte qu'ils soient mieux traités, mieux rémunérés, qu'ils trouvent également des services propres à leur situation. Donc la question touristique et la question économique au sens large, elle est liée parce que monsieur a un bistrot de pays et ne vit pas et ne doit pas vivre que des touristes. Il doit vivre aussi d'une clientèle locale qui est extrêmement importante. On a absolument besoin des deux, de la clientèle locale et de la clientèle touristique pour arriver, ce que vous disiez tout à l'heure, à vivre honnêtement de notre travail. Alors j'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous allez voter en mars ? J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que oui. Et vous allez nous expliquer le bien peur ? Ah ben, si, il faut. Attendez, c'était Une boutade. Une boutade. Et bien sûr qu'il faut aller voter. C'est la moindre des choses, je dirais. C'est l'acte citoyen. Des gens se sont battus, sont morts pour le droit de vote. Ce serait leur faire injure que de ne pas aller voter. Mireille Ponton ? Bien sûr que j'irai voter, ça ne pose aucun problème. Je ne veux pas savoir pour qui vous allez voter, hein, ça c'est Ah votre non, affaire, non, mais non, moi ça- c'est l'acte de voter c'est qui sûr. m'intéresse dans cette émission. Simplement, en direction des gens que nous élisons, on aimerait avoir des retours. Le message est passé, Claude Esclène. Ah oui, moi, la question ne se pose pas. Il faut voter, donc il faut aller aux urnes. Merci beaucoup, avocate, d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle aussi que vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, Paul. Moi, je note une chose, c'est que c'est le 5e département qu'on fait avec nos citoyens. On a pour l'instant 0 abstentionniste. En mars, il n'y aura pas d'abstention. Tous les citoyens vont voter. C'est pas mal. Vous pouvez participer à l'émission, bien sûr, grâce à Twitter avec le hashtag LVEL07. Avec votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette. Vous êtes invité à réagir à ce qui se dit sur ce plateau. À midi, nous ferons le point sur l'actualité régionale de ce samedi matin. Et puis, la Voix libre sera décortiquée avec nos confrères du Dauphiné, Robin Charbonnier et Germain Treille de France Bleu Drôme-Ardèche. Pendant que nos invités finissent de prendre possession du plateau, je vous rappelle que la Voix libre est ce matin à Saint-Priest, en Ardèche, dans l'atelier de l'artiste peintre Dalva Duarte. Des citoyens ont témoigné, un élu a réagi. Place maintenant au débat entre ceux qui, pendant presque 6 ans, ont fabriqué la politique municipale, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Nous avons choisi de nous concentrer ce matin sur la ville-préfecture Privas. Avec nous, Yves Chastan. Bonjour, Monsieur Chastan. Vous avez un micro devant vous, il faut l'utiliser. Bonjour, ça va mieux, effectivement. C'est mieux, oui. Vous êtes le maire socialiste de la ville depuis 2006, après que la précédente majorité de droite se soit divisée. Privas était une ville d'ailleurs qui était à droite quasiment pendant 60 ans. Vous avez été réélu en 2008 et vous êtes également sénateur de l'Ardèche. En face de vous, Isabelle Masbeuf. Bonjour Madame Masbeuf, même punition pour vous, il faut prendre le micro. Conseillère générale et chef de file de l'opposition municipale. Et c'est à ce titre-là, chef de l'opposition municipale, qu'on... Excusez-moi, je ne suis pas conseillère générale. Ah bon? Il y a des erreurs. Pardon, autant pour nous. Donc vous n'êtes pas conseillère générale, par contre vous êtes bien conseillère municipale d'opposition de Privas. L'erreur était de ma part en fait, Paul, voilà. Donc c'est fait. Les présentations sont faites. Venons-en à la question rituelle, je la pose à chaque fois, à chaque début de débat. Elle s'adresse au maire sortant. Quelle est la réalisation que vous considérez comme la plus emblématique de votre mandat? Écoutez, répondre à votre question, je vais la faire en 2 parties. Je sais que c'est peut-être pas la règle de votre question, mais je voulais quand même évidemment évoquer des éléments de rénovation urbaine qui ont été importants sur les places et des places, et pas simplement les places d'ailleurs de ce qu'on appelle à Privas l'hypercentre, mais également des rénovations de friches industrielles. C'était le nom qu'on donnait à ces friches qui, depuis 1 à 2 décennies, attendaient une autre utilisation. Mais on a évoqué la solidarité précédemment. Je voudrais évoquer la solidarité. Vous savez qu'il y aura un débat après. Oui, mais... Parce qu'on avait dit la réalisation la plus emblématique. Oui, mais donc... non. La solidarité, c'est un élément important. Parce que c'est la solidarité dont on a parlé tout à l'heure, celle qui est active. Ce n'est pas la solidarité où l'on vient, effectivement, quand on a besoin de chercher des produits et des aides, c'est celle où on participe aussi aux activités, à l'exemple de ce qu'on a fait avec le centre social. Et je pense que c'est un bel exemple. Madame Masbeuf, la question à l'inverse, qu'est-ce que vous considérez comme étant le principal échec de cette municipalité sortante ?
Pour nous, le principal échec, quand je dis nous, c'est effectivement moi aujourd'hui, mais également tout le groupe d'opposition qui siège donc à la mairie de Privas. Le principal échec est vraiment un échec sur le plan de la méthode et de l'état d'esprit. L'image que nous retenons de cette mandature est vraiment celle d'un maire fantôme et d'une ville en déclin. Et pour cause, un maire absent ne peut se préoccuper réellement efficacement de ses administrés et des affaires de la ville. Ce n'est pas seulement une appréciation personnelle que je porte aujourd'hui, mais réellement le ressenti d'une très grande part de la population. Et je pense que Privas, ces dernières années, a vraiment fait les frais des difficultés que vous avez eues à concilier à la fois votre mandat de parlementaire et celui de chef de l'exécutif local. Monsieur Chastan. Bien, écoutez, je crois que les projets que j'ai évoqués initialement, si je n'avais pas été là pour les suivre et les faire émerger avec mon équipe, bien évidemment, parce que la solidarité, c'est aussi au sein de l'équipe qu'elle se mesure. Et je pense qu'il y a eu une expérience douloureuse avant moi à ce niveau-là. Donc je pense que cette solidarité, elle est importante et qu'elle a permis de faire émerger cela. Et j'ai suivi les projets, j'ai suivi les dossiers au quotidien. Les Privadois, ceux qui travaillent avec moi, le savent. Quant à cette question du cumul des mandats, pour ma part, j'y ai répondu très clairement. Je ne fais aucun procès d'intention à ceux qui ne partagent pas cet avis. J'ai voté cette loi et j'ai décidé de l'appliquer non pas en 2017, mais en 2015. Et les Privadois verront que je suis bien là et que je ne suis pas un fantôme. Donc vous allez quitter votre mandat de sénateur, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, dès 2015. Bien sûr. Isabelle Masbou. Dès 2014, monsieur. Oui, puis il y a des élections sénatoriales. Dès 2014. Je souhaiterais agir sur 2 points déjà, parce que effectivement, je n'avais pas fini mon propos. Et c'est vrai que quand vous parlez de motivation, moi personnellement, je m'interroge quant aux motivations qui vous ont conduite à la présidence de l'agglomération. Parce qu'effectivement, vous dites que vous n'avez plus la motivation pour cumuler ces 2 mandats. Ça a été dit dans la presse. Mais en plus, vous rajoutez des responsabilités supplémentaires. Donc c'est vrai que permettez-moi de m'étonner. Quand vous évoquez la solidarité de votre équipe, je note quand même que vous avez aujourd'hui un concurrent, pour ne pas dire un adversaire, qui a siégé pendant plusieurs années à vos côtés dans votre équipe. Donc la solidarité, je l'entends, mais aujourd'hui, reconnaissez que même y compris à gauche, vous ne faites pas l'unanimité et que certains peuvent s'interroger sur votre bilan. Madame Masbeuf, on va laisser répondre Monsieur Chastain et ensuite j'aimerais qu'on aborde les thèmes et le thème notamment central de ce débat, s'il vous plaît. Sur l'agglomération, la réponse elle est très claire. D'abord, ça n'est pas 2 mandats, puisque les élections qui vont avoir lieu vont élire sur le même bulletin de vote à la fois un conseiller municipal et éventuellement un conseiller communautaire. La raison, elle est très simple. D'abord, j'ai été sollicité par beaucoup de collègues du territoire parce que la ville-préfecture a permis, par son statut de ville-préfecture, qui est cette agglomération. Et cette agglomération, elle comprend Privas, mais Privas n'écrase pas l'agglomération. Ils ont souhaité qu'au moins, pour démarrer cette communauté d'agglomération, le maire de Privas puisse en prendre la tête. Je l'ai accepté. Quant aux autres aspects des choses, je crois que je m'en suis déjà expliqué, et donc je ne veux pas être polémique. Effectivement, un de mes élus m'a quitté en cours de mandat. Il est aujourd'hui sur une approche un peu différente de la mienne. Il est néanmoins à gauche comme moi. J'espère que nous saurons nous retrouver pour conserver cette ville à gauche. Mais je relève que le mandat précédent, ce n'est pas un qui a quitté, c'est une majorité qui a permis que je sois élu en partiel en 2006. Paul. Alors, on va parler, un des thèmes qu'on avait retenu, c'est l'économie, on l'a compris, ça se disait tout à l'heure, le département de l'Ardèche, de manière globale, est un des départements qui souffre le plus en matière de chômage, avec la Drôme, c'est les 2 départements les plus touchés de la région Rhône-Alpes. Monsieur Chastain, est-ce que vous estimez, en l'occurrence, que vous avez su préserver le tissu économique de Privas qui a cette particularité d'avoir une démographie difficile et de perdre des habitants? Alors il y a 2 questions en une là, dans votre question. Il y en a 2 en une, oui. Mais l'économie et la démographie sont souvent la question assez liées. économique, bien évidemment, mais ça n'est pas un échappatoire. Nous subissons, comme partout, les conséquences de la crise économique et évidemment les conditions du maintien et de la création d'emplois. Les collectivités publiques ont tout leur rôle à jouer, mais ce ne sont pas elles qui créent l'emploi privé. Elles doivent faciliter les conditions du maintien ou de l'extension ou de la création d'emplois publics. Nous y sommes préoccupés. Je donne 2 exemples. Nous avons aménagé une zone qui s'appelle Chamara sur le quartier de Toléa, qui est la zone industrielle principale de Privas, parce que, je le rappelle aussi,
Priva, ville, préfecture, ville administrative, ville de fonctionnaires, ville d'hôpitaux, mais aussi 1000 emplois privés, à priva, industriels, artisanaux. Donc c'est important. Et sur cette zone, 9 ou 10 lots, 7 sont aujourd'hui occupés ou en voie de l'être. Donc il y a de la création d'emplois, il y a du soutien de l'emploi aussi qui se fait, je pense par exemple en matière commerciale aux aides que nous apportons aux commerçants pour les devantures. Isabelle Masbeuf, est-ce que cette municipalité en a fait assez pour favoriser le développement économique de la ville? Non. J'en étais sûr. Clairement non. Nous l'avons affiché à maintes reprises. La priorité à Priva doit être l'économie et l'emploi. Il y a vraiment urgence à agir à ce plan-là. Que ce soit au niveau de l'emploi public, de l'emploi privé, nous l'avons dit, ça fait partie de nos différentes différences d'appréciation, notamment également en matière de démographie, puisque j'ai toujours estimé que vous mettiez la charrue avant les bœufs en construisant des logements ou en favorisant en tout cas la construction de logement social, et c'est là la réponse qui ne convient pas, parce que vous êtes plutôt sur un traitement social, alors que c'est une réponse économique qu'il faut apporter et qui permettra à la ville de regagner de la population et de la population active. Je pense que... Excusez-moi, je veux juste comprendre, c'est-à-dire que la ville a trop investi sur le logement social plutôt que sur l'économie, c'est ce que vous dites? Il y a un traitement, une approche trop sociale des dossiers et des problèmes. Et donc la priorité doit être vraiment l'économie. Et la première des choses à faire, c'est d'entreprendre une concertation avec les acteurs économiques, mais également les acteurs privés. C'est quelque chose qui a vraiment fait défaut, je pense. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quelques aides, bon, les aides notamment du FISAC, qui sont certes appréciables, mais je pense qu'on peut accompagner les entreprises et beaucoup mieux que ce que cela a été fait. Donc j'ai évoqué la concertation, mais par exemple quand nous avons mis en place, enfin quand vous avez mis plutôt en place la taxe sur la publicité extérieure. Taxe sur les enseignes. Voilà, la taxe sur les enseignes. C'est quelque chose qui ne s'est accompagné d'aucun service supplémentaire pour les entreprises. Alors que franchement, on ne peut pas toujours ponctionner sur effectivement ceux qui créent aussi de la ressource et de l'attractivité pour la ville. Parce que le tissu économique, qu'il soit commercial, artisanal ou effectivement les PME qui sont installées à Priva, sont aussi facteurs de développement pour toute la ville, et également d'un point de vue social, si on va par là. Monsieur Et autre particularité de Priva... On va quand même laisser d'abord répondre et gardez votre argument. J'y reviens tout de suite. On va laisser D'abord, je suis très choqué de l'opposition qui est faite entre le social et l'économique. Pour moi, tout ceci doit fonctionner ensemble. Lorsqu'on fait du logement social, aujourd'hui, ça a toujours été dans ses propos, y compris au conseil municipal, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, mais peut-être à tort, comme un mot un petit peu péjoratif. Aujourd'hui, le logement social, c'est un logement de qualité. Si les rénovations de logements sociaux qui ont été faites, parce que c'est souvent de la rénovation, d'ailleurs, y compris des logements de particuliers que nous avons aidés, aujourd'hui, avec des logements de meilleure qualité, ils sont occupés alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais attendez, c'est d'avoir mis les charrues avant les bœufs, c'est-à-dire d'avoir construit des logements avant d'attirer finalement une nouvelle population, avant de faire de l'activité économique. Non mais attendez, on va parler de la démographie, mais là on est en train de passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Moi, sur le plan économique, j'ai recréé un chargé de mission à l'économie. Qui avait supprimé ce chargé de mission à l'économie? Mon prédécesseur. Mon prédécesseur avait supprimé ce poste-là. Je ne pense pas qu'il me reproche aujourd'hui d'avoir créé ce poste-là. Ce poste-là, il sera utile, il l'a déjà été, pour effectivement faire ce travail avec les partenaires, y compris les partenaires privés, bien évidemment. Et par ailleurs, en matière de préservation d'emplois et de possibilité de création d'emplois, nous avons effectivement préservé des capacités à la fois en foncier, mais également en préservant au centre-ville les pas de porte commerciaux, par une disposition que nous avons prise au document d'urbanisme, pour qu'on puisse peser davantage sur le maintien de l'activité en centre-ville. Quant à la démographie, je ne sais pas si on y vient maintenant, mais je voudrais dire des choses là-dessus. On peut vous poser une question. C'est très important, évidemment, pour une ville de dépasser, par exemple, ce seuil fatidique des 10 000 habitants. Déjà, pourquoi fatidique? Parce que ça amène des aides d'État, notamment. Pourquoi fatidique? Non, mais je veux dire, c'est un objectif pour vous de le dépasser 10 000 nombre en soi Priva ne signifie pas, à mes yeux, forcément quelque chose. Je vais vous dire les statistiques. La ville de Priva n'a connu plus de 10 000 habitants que dans les années 70-75. De 75 à 90, elle en a déjà perdu 700. Elle a été à un pic en 10 800, elle est descendue presque à 10 000 15 ans après. Les 15 années suivantes, elle en a perdu 1400. C'est-à-dire que dans cette période-là, Priva a perdu plus de 2 000 habitants. Que s'est-il passé depuis ?
Que s'est-il passé depuis? Sous la mandature un peu courte de Michel Vallat, les 5 ans, elle a perdu 500 habitants. Donc il y avait déjà une atténuation. Sous mon mandat, c'est moins de 50 habitants par an. Aujourd'hui, je crois qu'on a stabilisé et que le travail notamment fait sur le plan à la fois économique, mais surtout de l'habitat, est en train, je crois, de payer. Alors sur ce point-là, Isabelle Masbeuf, vous n'êtes pas évidemment d'accord. Et lorsque je vous ai eu l'un et l'autre, puisque à chaque fois que je prépare des émissions, j'appelle évidemment mes débatteurs pour en savoir plus, évidemment, sur le tissu, les enjeux politiques locaux, vous m'avez dit une des raisons qui explique aussi la fuite des habitants à l'extérieur de Privas, même dans l'agglomération, parce qu'ils ne vont pas forcément dans d'autres départements, en tout cas au moins dans l'agglomération, c'est la fiscalité. Alors certes, c'est pour ça que d'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas pu finir mon propos, mais ce que je voulais préciser, et ça sera intéressant de le mentionner à votre chargé de mission, c'est que la particularité de Privas, puisque je m'en étais arrêtée là, c'est que les entreprises ne délocalisent pas avec la Chine, mais à 6 km. Nous avons plusieurs cas de commerces, d'artisans qui, installés à Privas, ont fait le choix de s'installer dans la périphérie. Et donc, effectivement, là, je rejoins effectivement votre question, qui est celle de la fiscalité. Parce que pourquoi ces entreprises ont quitté Privas? Parce que, 1, elles n'avaient pas des conditions d'accueil qui les satisfaisaient, et 2, pour la fiscalité. Et ça, c'est un point très important pour Privas. Privas a des charges historiques lourdes, on le sait, et de tout temps, il y a eu une fiscalité élevée. Juste pour qu'on comprenne, quand vous dites charges historiques, c'est-à-dire les équipements sont les charges de centralité dues aux nombreux aux équipements qui sont une chance pour Privas. Au statut de ville-préfecture. Qui sont une chance, mais qui aujourd'hui pèsent lourdement pour le contribuable, puisque en plus ces charges-là sont supportées par moins de personnes, puisqu'effectivement nous sommes effectivement dans une baisse alarmante quand même de la démographie, tombée là à 8300 et quelques habitants, excusez-moi du lapsus, mais c'est quand même grave et il est urgent d'enrayer ce phénomène. Sur la fiscalité? Sur la fiscalité, eh bien sur la fiscalité, là aussi, les chiffres sont quand même très clairs. J'ai trouvé une fiscalité à 15,03. Elle a franchi le seuil de 15,03 pour la taxe d'habitation, je précise, la dernière année du mandat de Michel Vallat. C'est la première fois qu'elle a passé ce seuil. Je l'ai trouvée à ce stade-là. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est à 15,52, la taxe d'habitation. Il y a eu une augmentation. Je l'assume, je ne le nie pas. Mais cette fiscalité, je l'ai trouvée déjà très haute. Mais j'allais dire, j'ai un point sur lequel je rejoins Isabelle Masbeuf. Ce qu'elle vient de dire, ces charges de centralité, ces charges d'équipement, qui sont en même temps un atout pour l'attractivité de Privas, ce sont des charges effectivement lourdes. Mes prédécesseurs, s'ils ont augmenté la fiscalité, je pense qu'ils ont eu des raisons. Parce qu'on parle toujours de la fiscalité comme ça en l'air. Ça sert à quoi la fiscalité? Ça sert à payer les infrastructures, ça sert à payer les équipements, ça sert y compris à participer aux actions de solidarité, au soutien aux associations, aux clubs, au sport, à la culture. C'est à ça aussi que ça sert la fiscalité. Lorsqu'on me demandait en conseil municipal de la baisser ou de réduire un certain nombre d'interventions, on ne m'a jamais dit sur quel service on supprimerait s'il fallait la baisser. Donc c'est un vrai problème. Monsieur Chastan, vous entendez aussi le ras-le-bol fiscal, parce que la fiscalité n'est pas que locale, elle est aussi nationale, elle est aussi sur l'impôt sur le revenu, c'est les mêmes contribuables. Vous entendez aussi ce qui se dit sur la fiscalité de la part des contribuables. Je l'entends et je vais vous dire, j'ai déjà fait voter une mesure, c'est pour ça que je l'inclus dans le bilan, qui fait que pendant le prochain mandat, nous ne l'augmenterons pas. J'ai fait voter, elle l'a voté. Elle l'a voté aussi, Madame Masbeuf. Un protocole financier qui, dans le cadre, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est important. Dans le cadre de l'agglomération que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, peut-être pas demain, ça va dépendre de nos électrices et de nos électeurs, eh bien, la fiscalité n'augmentera pas dans cette agglomération. Car les vases communicants, ils existent. Elle a fait allusion à des commerces. Hyper U est en limite de Privas. C'est pas grâce à moi, c'est bien plus en amont, grâce, si j'ose dire, à mes prédécesseurs à Privas, qui à l'époque n'ont pas vu bienvenue une grande surface. Isabelle Masbeuf. Tout d'abord, je voudrais montrer le tableau de l'évolution de la fiscalité à Privas et chacun constatera qu'elle a effectivement, continué d'augmenter je l'ai pas nié. sous le mandat d'Yves Chastan.
j'en profite pour faire une mise au point. Il était bien clair que ce débat, on discutait de la mandature. Je vois que vous faites plusieurs fois référence à ce qui s'est passé avant. J'imagine que Michel Vallat sera très heureux de pouvoir débattre avec vous dans le cadre d'une émission sur les municipales de ce qui s'est passé avant et de ce qui pourra se passer après. Madame Masbeuf, les offres de services en même temps. On va la laisser terminer, Voilà. s'il vous plaît. Donc, ceci étant dit, parce qu'on était bien clair quant au cadre du débat, donc il me paraissait important quand même de le rappeler. Qu'il ait fixé le cadre du débat, Voilà. effectivement. On parle de la mandature qui est là. C'est un débat de mandature. Exactement. Vous avez la parole. Alors, à ce propos, pour finir donc sur la fiscalité, finir ou poursuivre comme on voudra, je tiens à vous rappeler des propos que vous avez tenus en janvier 2008. À cette époque, vous disiez: la communauté de communes qui a accepté de prendre en charge la compétence petite enfance et peut-être à terme le théâtre permettra aussi aux privadois de respirer un peu, car au lieu de faire supporter les coûts sur 9 000 privadois, ces compétences seront partagées par 25 000 habitants du bassin. Alors, j'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi n'avez-vous pas baissé les impôts au moment du transfert de la petite enfance au 1er janvier 2011, qui vous a permis de réaliser une économie nette sur le budget de la commune de 535 000 euros? Vous le savez bien, Isabelle, vous le savez bien. Je l'ai dit de nombreuses fois. Je n'ai pas voulu baisser à ce moment-là la fiscalité parce que nous étions cette fameuse année de la suppression de la taxe professionnelle et que nous ne savions pas, au niveau des collectivités locales, ce qui allait se passer avec les retombées économiques nouvelles. Je dois dire aujourd'hui que l'ancien gouvernement comme l'actuel ont respecté à ce niveau-là leurs engagements et que nous avons pu maintenir à peu près le niveau de richesse économique qui est le nôtre. Donc je l'assume totalement, mais depuis j'ai baissé donc après un autre transfert vers l'agglomération, puisqu'aujourd'hui ça ne sera pas 25 000, ça sera 40 000 avec l'agglomération. Et j'ai trouvé une petite chose intéressante en 2001, qui était donc du mandat de mon prédécesseur. J'ai cru que vous alliez sortir quelque chose de votre poche. Non, rassurez-vous, je n'ai pas d'armes sur moi. Rassurez-vous, je n'ai pas d'armes sur moi. C'est pas ça, mais un tableau, un graphique quelconque. Il y a eu un transfert important que connaissent bien notamment les conseillers généraux que je vois dans la salle, c'est celui des services départementaux d'incendie et de secours. Eh bien, il y a eu le transfert en 2001. Ça représentait certes moins que les crèches, plus de 200 000 euros. Il n'y a pas eu de baisse de fiscalité. Donc je veux dire, quand on veut donner des leçons aux autres, il faut regarder un petit peu ce qu'a fait son propre camp. Alors, depuis que nous avons lancé ces voies libres spéciales, j'ai à cœur dans cette émission de donner la parole à des formations politiques qui ne sont pas présentes au sein du conseil municipal, mais qui seront présentes dans la campagne électorale, histoire de respecter une certaine équité. 4 listes se sont déclarées jusqu'à aujourd'hui à Privas. 4 listes et une question: quelle est votre priorité pour Privas pour les 6 années à venir? Réponse d'abord de Michel Vallat, tête de liste Divers Droite soutenue par l'UMP. Notre détermination, évidemment, c'est de reprendre contact avec la population, redonner du sens à la ville sur le plan économique, réencourager évidemment le tissu économique local, une association de commerçants qui est complètement aujourd'hui fragilisée, doit être à nouveau redynamisée naturellement, mais il y a aussi une valorisation des ressources locales qui doit être prise en main. Et Privas étant à 15 minutes de l'autoroute, à 15 minutes de la vallée du Rhône, on a des atouts. Privas a une carte à jouer sur le plan économique, sur le plan du développement touristique. Aux élections municipales du 23 mars, il y aura également une liste du Front National menée par Christian Grangis. La plus grande priorité, c'est de faire venir un dynamisme d'abord économique qui a été perdu. Et je crois qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'idées qui permettent de faire revenir ce dynamisme, notamment de baisser la fiscalité, montrer déjà l'exemple par nous-mêmes, de réattirer le privé qui peut remettre de l'argent dans cette commune. Et je crois qu'il y a des choses à faire, notamment peut-être un parking payant, je ne sais pas, mais avec de l'argent privé. On peut toujours adapter les coûts avec lui pour que ça puisse être attractif pour tous. Rémi Chalaï mène une liste qui s'appelle Cap à gauche, sa priorité pour les 6 ans à venir. Et lorsque nous serons élus, la population aura toujours une vue sur ce que font les élus.
Il est hors de question qu'une fois que les élections soient passées, nous oublions la population. Ce sera déjà un changement d'attitude assez fort. Après, nous avons effectivement besoin de changer l'image de la ville. Il va falloir beaucoup travailler là-dessus. La morosité, c'est fini. Il va falloir redonner envie de vivre à Privas, parce que nous pensons qu'on peut très bien y vivre à Privas. Et puis quatrième et dernière tête de liste à ces élections municipales, c'est vous, Monsieur Chastan. Eh oui. Alors, votre priorité pour les 6 prochaines années? J'en ai deux. J'ai un regret, un vrai regret que je reconnais, c'est que nous n'avons pas pu mener à bien un projet en particulier en direction de la jeunesse. Ça, c'est un premier point et ça sera une priorité. Et le deuxième, c'est les transports. Nous avons besoin de créer sur la ville, mais sur son agglomération, un premier réseau de transport public dont nous avons besoin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat bilan. La Voix est libre continue, mais d'abord le journal régional. On se retrouve juste après, donc à tout de suite.